Monsieur Bompard. Bonsoir. Dans quelques minutes, vous débattrez, je le précise, ça vous fait sourire déjà, avec l'ancien patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, au sujet de la taxation des plus riches, de la taxe Zuckman et des accusations lancées ce week-end par Bernard Arnault contre Gabriel Zuckman. Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de France et patron de LVMH. D'abord, si vous voulez bien, la reconnaissance de l'État palestinien. J'ai dit la France tout à l'heure, mais en réalité, il y a une dizaine de pays qui ont fait de même ces dernières heures et qui vont faire de même dans les heures qui viennent, dont le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, qui ont embrayé derrière la position française. Est-ce que malgré tous vos désaccords avec le chef de l'État, et on sait qu'ils sont nombreux, vous saluez une victoire diplomatique d'Emmanuel Macron? Écoutez, je dis qu'il était temps. Vous dites qu'un certain nombre d'autres États vont le faire en même temps que la France, mais il faut noter que 75% des États dans le monde l'avaient déjà fait avant. Et qu'il y a 10 ans en France, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, des résolutions avaient été adoptées pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais des présidents de gauche ne l'ont pas fait. Vous avez raison. Emmanuel Macron. Est-ce que vous le saluez simplement d'un Non, mais mot? je vais vous répondre Ouais. franchement. Je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais maintenant, je dis aussi que la reconnaissance de l'État de Palestine ne servira strictement à rien si elle ne s'accompagne pas de mesures immédiates et concrètes pour mettre un terme au génocide qui est en cours aujourd'hui à Gaza. Parce que sinon, ça revient à reconnaître un cimetière. Donc, moi, j'attends du président de la République pas seulement qu'il décide de reconnaître l'État de Palestine, qui encore une fois devrait être fait depuis des années et des années. J'attends du président de la République qui décide enfin d'infliger des sanctions au gouvernement de M. Netanyahou. J'attends du président de la République et du gouvernement français qui décrète un embargo total sur les livraisons d'armes. Comment on peut comprendre qu'on continue à livrer des armes à un État qui commet un génocide? Et c'est pas juste mes propos. Encore la semaine dernière, une commission de l'ONU disait indépendante de l'ONU, ce n'est pas l'ONU qui a qualifié. Une commission partie intégrante de l'ONU. C'est pas l'Assemblée générale de l'ONU. Je ne défends personne dans cette affaire, Emmanuel Bompard. Je ne dis pas que vous défendez qui que ce soit. Non, mais je précise pour les gens qui nous regardent, une commission qui a été internationale d'enquête mandatée par l'ONU, voilà, mais qui ne parle pas au nom des Nations Unies. Ce n'est pas une décision de l'Assemblée générale de l'ONU, mais cette commission a une légitimité. Elle parle de génocide. Et il y a 2 ans, la Cour internationale de justice parlait de risque de génocide. Alors vous nous dites, Emmanuel Bompard, ça ne change rien si on ne va pas plus loin, si on ne sanctionne pas sévèrement le gouvernement de Benyamin Netanyahou. À l'opposé du spectre politique, Marine Le Pen estime que cette reconnaissance est un cadeau fait aux islamistes du Hamas qui contrôlent, on le rappelle, la bande de Gaza. Et elle l'a dit ce matin sur BFM. Je considère que la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui est une faute extrêmement grave, et notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste, parce que la réalité, c'est, comme je l'ai écrit, c'est que c'est le Hamastan, en fait, que Emmanuel Macron ne reconnaît pas la Palestine. À partir du moment où il n'y pose absolument aucune condition, eh bien, il donne le sentiment à tous les terroristes islamistes du monde que lorsque l'on commet un crime aussi ignoble que la barbarie qui s'est déroulée le 7 octobre, on en tire des bénéfices. Reconnaître l'État palestinien moins de 2 ans après les crimes du 7 octobre et alors qu'une cinquantaine d'otages sont toujours détenus sur place à Gaza, c'est renforcer le Hamas. Mais pas du tout, c'est précisément l'inverse en vérité. Ce qui renforce le Hamas dont il faut quand même dire que pendant des années et des années, c'est le gouvernement de M. Netanyahou, et tout ça est largement documenté, qui a essayé de faire monter le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. C'est pas le gouvernement de Netanyahou qui allait prendre des otages. Évidemment, oui, mais c'est le gouvernement de Netanyahou pendant des années et des années qui a joué du Hamas comme concurrence à l'autorité palestinienne pour précisément empêcher le peuple palestinien de pouvoir disposer d'un État. Et d'ailleurs, ces derniers mois, M. Netanyahou fait pareil en essayant de faire monter Daesh pour maintenant faire concurrence au Hamas. Donc Mme Le Pen fait partie des derniers soutiens en France au gouvernement d'extrême droite de monsieur Netanyahou. Quant à la question des otages, parce que c'est une question très importante. À quel moment, depuis 2 ans, des otages ont été libérés? Quand il y a eu un cessez-le-feu et la conclusion d'accords de cessez-le-feu dans lequel il y a eu des échanges entre des otages et des prisonniers politiques palestiniens. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les familles des otages aujourd'hui, qui sont détenus aujourd'hui par le Hamas, demandent précisément un cessez-le-feu et un accord, parce qu'ils savent, eux, que c'est la manière avec laquelle les otages peuvent être libérés. Sans doute lu, Emmanuel Bompard, une tribune qui a été publiée par une vingtaine de personnalités, dont Philippe Torreton, l'animateur Arthur, par exemple, qui disent la France doit conditionner cette reconnaissance de l'État de Palestine à la libération des otages et au démantèlement du Hamas.
Mais moi, je vous dis précisément, d'abord, donner des conditions à une reconnaissance revient à... C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Non, mais revient à ne pas reconnaître. C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni va reconnaître. Oui. Le Royaume-Uni, là, va reconnaître. On ne connaît pas la date de la reconnaissance par Londres. Un certain nombre de pays vont le reconnaître. Et je vous le redis, 75% des États dans le monde reconnaissent aujourd'hui l'État de Palestine. Précisément, une fois que cette reconnaissance a eu lieu, elle doit s'accompagner d'un processus politique. Et dans ce processus politique, évidemment qu'il doit y avoir, par exemple, la libération des otages. Mais il doit y avoir aussi la fin de la colonisation en Cisjordanie. Parce que Mme Le Pen peut dire ce qu'elle veut. Mais en Cisjordanie, aujourd'hui, c'est pas le Hamas qui est aux commandes et au pouvoir. Or, la Cisjordanie fait partie intégrante de l'État palestinien qu'il s'agit de reconnaître aujourd'hui. Donc, les gens qui continuent à soutenir et à appuyer de manière inconditionnelle, comme Mme Le Pen, un État qui commet un génocide, doivent avoir beaucoup de mal à se regarder dans une glace le matin en se réveillant. Parmi les signataires de cette tribune, Manuel Bompard, il y a Charlotte Gainsbourg, qui a donc demandé la reconnaissance en même temps que la libération des otages et le démantèlement du Hamas. Votre eurodéputé Rima Hassan a réagi sur les réseaux sociaux en signalant que Charlotte Gainsbourg suit sur ces mêmes réseaux sociaux le compte de l'armée israélienne et un autre compte pro-israélien. Dans la foulée de ce message de Rima Hassan, qui a été vu 800 000 fois, c'était il y a quelques minutes, une campagne de haine contre Charlotte Gainsbourg a débuté sur les réseaux sociaux. Il y a des choses absolument abjectes qui sont écrites. Ça s'appelle quoi? C'est du cyberharcèlement que fait Rima Hassan? Non, mais d'abord, là, vous faites une corrélation entre deux phénomènes qui n'en ont pas. Pourquoi donner le nom de Charlotte Gainsbourg et signaler qu'elle suit... Mais je ne sais pas si vous suivez le compte de l'armée israélienne. Non, ça pourrait être considéré comme une source. Non, ce n'est pas une source. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de dire sur vos plateaux que ce serait bien peut-être d'arrêter de leur donner la parole, y compris de les inviter. Suivre un compte de l'armée israélienne, ça mérite d'être signalé sur les réseaux sociaux. Non, mais attendez, Charlotte Gainsbourg et les personnes qui ont signé cette tribune prennent une position politique. Donc il est légitime que d'autres combattent ou contestent leur position politique. Mais pour le reste, ouais. attendez, Monsieur Fauvel, moi j'ai toujours été très clair. Pour le reste, si qui que ce soit a recours à de l'insulte ou à de l'agression, etc., moi je ne suis pas d'accord avec ça, je l'ai toujours dit, envers qui que ce soit. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, la question qui nous est posée, parce que je vois bien dans le débat sur ce qui se passe à Gaza, comment ça se passe en France. C'est-à-dire que dès qu'on veut parler et dénoncer le génocide qui est en cours à Gaza, tout le monde cherche en permanence à essayer de parler d'autre chose. Alors là, depuis une semaine, on parle de savoir s'il faut mettre des drapeaux palestiniens sur les mairies ou pas. J'allais vous poser la question. Mais vous allez y venir. Ouais. Non, mais vous pouvez y venir. Mais est-ce qu'on peut parler à un moment de l'essentiel ? L'essentiel, c'est que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes à Gaza. L'essentiel, c'est que vous avez des gens qui meurent de faim. On en parle tous les jours, Manuel Bompard. Pas suffisamment. Et je trouve que dans le débat politique en France, on ne parle jamais du vrai sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter ce génocide à Gaza? À quel moment on va arrêter de livrer des armes? À quel moment on va faire des sanctions financières? Il y a eu 18 trains de sanctions contre Vladimir Poutine parce qu'il a violé le droit international. Il n'y a pas eu un seul train de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou qui viole tous les jours le droit international et qui massacre des gens, qui est sous mandat d'arrêt un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Et on continue à faire comme si de rien n'était. Quotidiennement également sur cette antenne. Mais très bien, mais si vous voulez, vous le rappelez peut-être, mais les autorités politiques de ce pays doivent agir, doivent faire quelque chose, pas seulement d'essayer en permanence de faire des polémiques subalternes sur des sujets qui ne sont pas les sujets centraux. Les sujets centraux, c'est ce qui se passe là-bas. Et comment on fait? Des drapeaux sur les mairies, des drapeaux palestiniens sur les mairies, comme l'a demandé Olivier Faure. C'est quoi? C'est gadget? Ça n'a aucun sens. Non, mais pourquoi pas? Si ça permet, moi, il y a les maires insoumis l'ont fait, je les soutiens, je les appuie. Je salue tous ceux qui l'ont fait. Parce que même si l'idée vient d'Olivier Faure, il ne vous a pas coupé l'herbe sous le pied. J'ai bien compris qu'Olivier Faure essaye en quelque sorte de se racheter une image sur ce sujet, alors que le Parti socialiste a été en dessous de tout depuis le début, que Madame Delga, membre éminente du Parti socialiste, proposait d'interdire les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien. Mais moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Donc, les actes symboliques, ils sont importants. Ce que je dis là, et c'est vrai pour les mairies comme pour la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est qu'on n'en est plus au moment où il faut de la symbolique. Il faut du concret pour arrêter ce génocide. Un dernier mot. Les représailles israéliennes possibles à cette reconnaissance. Vous dites que ça ne changera rien. Le gouvernement Netanyahou n'est pas forcément de cet avis. Il dit qu'il y aura des sanctions diplomatiques probablement, peut-être la fermeture de l'ambassade de France sur place. Des ministres d'extrême droite de Benjamin Netanyahou vont plus loin en disant il faut envisager d'annexer purement et simplement la Cisjordanie. Si cela arrive, si l'armée israélienne entre et prend le contrôle de l'ensemble de la Cisjordanie, quelle doit être la réaction de la France? Mais en fait, indépendamment de savoir s'ils vont le faire ou pas, mais ils le font déjà. Enfin, la colonisation en Cisjordanie, la violence en Cisjordanie, c'est une occupation aujourd'hui. Arrêtée. Je sais que les mots, mais non, mais une ça occupation, serait un pas une stade annexion supplémentaire qui serait franchi, évidemment. Mais les mesures dont je vous ai parlé,
les suspensions d'accords d'association économique, l'embargo sur les armes, les sanctions économiques, elles doivent être prises là, maintenant, immédiatement. L'accord économique entre l'Europe et Israël, il a déjà été remis en cause la semaine dernière. Il sera peut-être suspendu partiellement, mais c'est pas le sujet. Enfin, un génocide, ça vous suffit pas. Il faut en plus qu'il y ait l'occupation de la Cisjordanie pour qu'on commence à réagir. Non, on doit réagir tout de suite, là, tout de suite, maintenant. Ça fait déjà bien longtemps qu'on aurait dû réagir sur ce sujet. Enfin, moi, je vous le dis avec un peu d'émotion parce que je trouve que on est en dehors de la réalité et que je pense que pendant des années et des années, on aura une forme de culpabilité et de complicité sur les actes horribles qui ont été commis à Gaza depuis maintenant des mois, et que c'est une tache de sang sur le drapeau de l'humanité. Et que la France, elle est forte quand elle porte une parole de paix, quand elle est capable d'empêcher ces massacres et quand elle est capable d'assurer et de garantir le respect des droits humains partout dans le monde. Manuel Bompard, vous restez avec nous, si vous voulez bien. On va accueillir à présent l'homme qui a dirigé le MEDEF pendant 5 ans, de 2018 à 2023. C'est Geoffroy Roux de Bézieux qui nous rejoint sur le plateau de 60 minutes. Bonsoir à vous et bienvenue. On va laisser de côté pour l'instant cette question de la reconnaissance de la Palestine. On va y revenir dans un quart d'heure environ avec nos invités pour voir si la position française est la bonne ou non. Je vous propose qu'on parle de toute autre chose. À présent, faut-il taxer les plus riches? Comment la taxe Zucman est-elle, comme le dit Bernard Arnault, le patron de LVMH, une offensive mortelle sur notre économie ou bien un moyen de rétablir une forme de justice fiscale en France? Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez lu ce week-end la charge de Bernard Arnault dans le Sunday Times, qui a qualifié Gabriel Zucman de militant d'extrême gauche qui met sa pseudo-compétence universitaire au service de son idéologie. Est-ce que vous diriez la même chose que Bernard Arnault ou est-ce qu'il s'est un peu enflammé? Moi, je ne connais pas Gabriel Zucman, donc je ne connais pas ses accointances politiques. Je ne pense pas qu'il soit très à droite. Mais enfin, ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est un projet de taxe qui marche, qui va... Il avait participé à la rédaction du programme économique de la NUPES. Je crois qu'il avait fait une tribune d'économistes qui c'est tout, pas plus que ça, parce que c'est un argument. Ouais, je pense qu'il a été aussi il a été consulté dans la. Pardon, je suis pas sûr que ce soit le sujet numéro un. C'était pour la première partie de la phrase. Je crois qu'il s'en cache pas, donc il n'y a pas de. Non, mais chacun a ses opinions. Non, est-ce que c'est une taxe qui va être efficace pour l'économie? Est-ce qu'elle va rapporter de l'argent aux recettes de l'État? Et vous répondez quoi? La réponse, c'est non et non. Alors, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est qu'il confond, mais enfin, je pense qu'il fait un peu exprès, patrimoine liquide et patrimoine illiquide. 95%. Vous nous expliquez pour les profanes. Oui, 95% des gens qui sont visés, on dit 1800 personnes, on ne sait pas très bien, parce que la valeur d'une entreprise non cotée, c'est difficile. Ce sont des gens qui ont une entreprise familiale, qui n'est pas cotée, et donc qui n'est pas vendable. Donc, soit vous vendez tout, mais pas vendable par morceaux. Donc, pour payer la taxe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans 95% des cas, il y a ceux qui vont partir, j'espère pas trop nombreux, mais il y a ceux qui vont verser un dividende. Donc, si vous avez une entreprise qui vaut 150 millions, je crois que vous êtes un ancien prof de maths, on fait le calcul, 2%. Un prof. Mais allez-y. Alors, je disais ça plutôt de manière flatteuse. Donc, enfin bref, vous allez payer donc pour 100 millions, 2 millions d'euros. Bon, donc, vous allez verser un dividende qui lui-même va être fiscalisé, et donc vous allez appauvrir l'entreprise. Bon. Alors, Zucman a dit, ah oui, je comprends, donc vous la versez en titre de l'entreprise. Donc, en action de l'entreprise. Bon, verser d'action, d'abord, c'est l'État qui devient propriétaire, puis ça ne va pas faire de recettes fiscales. Puis, deuxième argument très simple, combien ça va rapporter? Donc, il a annoncé 20 milliards d'euros. Sauf que quand vous regardez le Financial Times il y a 2 ans, quand il voulait faire une taxe Zucman européenne, il annonçait 40 milliards pour toute l'Europe. Peut-être que tous les riches sont en France. Alors, soit tous les riches sont en France, j'aimerais, parce que ça veut dire que le pays se porterait mieux, mais je ne crois pas que ça soit le cas. Non, simplement, et ça a été démontré dans plein de pays où il y a eu des impôts, jamais sur l'outil de travail. C'est la première fois qu'on fait ça sur l'outil de travail. Ça rapporte beaucoup moins de prévu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je finis là. Qu'est-ce qui va se passer? On commence par 100 millions, puis on va descendre. Et d'ailleurs, toujours on va en Zucman, parler dans un instant, parce que Gabriel Zucman dit quelque chose dans le Sunday Times. Exactement. Je vous propose qu'on prenne les matchs et les taxes Zucman les unes après les autres. Et je laisse la parole à mon adversaire, ou en tout cas la partie adverse. Vos débatteurs, vous avez raison. Zucman dit dans le journal du dimanche anglais, je ne sais pas pourquoi il parle beaucoup dans les médias anglais, il dit on commence par ça, puis après on va taxer tout le monde, y compris mes parents pharmaciens qui ont de l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi il en veut à ses parents, ce pauvre homme. Allez, on va laisser les parents de Gabriel Zucman, mais on y reviendra dans quelques minutes. On ne sait pas combien de personnes vont la payer, on ne sait pas combien ça va rapporter, mais ce qu'on sait, dit Geoffroy Roux de Bézieux, c'est que les grandes fortunes vont fuir la France. Bon, alors sur l'argument qu'on entend régulièrement sur l'exil fiscal, il vous aura pas échappé qu'il y a eu il y a quelques mois une étude d'un organisme qui est y compris rattaché à Matignon. Donc on peut pas dire lui que ça soit quelqu'un qui soit positionné politiquement à gauche qui dit que l'exil fiscal est un mythe,
qu'en vérité, ça concerne de manière marginale des personnes qui partiraient pour des raisons fiscales. Donc, pardonnez-moi, mais moi, cet argument, je le mets de côté. Monsieur Roux de Bézieux, d'abord, je vous remercie d'avoir accepté ce débat. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse en débattre. Mais on a aujourd'hui un problème sur la fiscalité, en particulier la fiscalité des plus riches, et vous le savez comme moi, c'est que, alors que normalement l'impôt est censé être progressif, c'est-à-dire davantage vous avez de revenus ou davantage vous avez de ressources, et davantage vous devez payer de l'impôt, il se trouve aujourd'hui que vous avez une toute petite minorité, les personnes qui gagnent à peu près plus de 100 millions d'euros, qui ont un patrimoine supérieur à plus de 100 millions d'euros, en fait payent proportionnellement moins d'impôts que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent des mécanismes, et notamment ils créent ce qu'on appelle des holdings, et qui leur permettent en quelque sorte de contourner l'imposition sur les revenus, que ce soit des revenus du travail ou des revenus du capital. Même pas sur le constat. Vous devriez, parce que c'est une étude de l'Institut des politiques. Je vais laisser finir. Mais c'est important parce que c'est le point de départ de la réflexion aujourd'hui. En deux mots, parce que c'est terminé, mais en deux mots, non, parce que cette étude, elle ne prend pas en compte tous les revenus de redistribution. Alors, ce que dit cette étude, c'est vrai aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est quoi les revenus des c'est l'assistance sociale, la sécu, l'assurance chômage, tout ce qu'on touche quand on a des revenus faibles et qui compensent, en fait, ce système inégalitaire. La France est le pays, comme vous le savez... Attendez, alors, juste une seconde, qui redistribue le plus et qui compense. C'est pour ça que les écarts avant redistribution sont forts, moins forts qu'aux États-Unis, et après redistribution sont moins forts. Vous n'irez pas que les États-Unis sont un pays beaucoup plus inégalitaire, d'ailleurs c'est de là que vient la taxe Zuckman, qu'en France. Alors attendez, là vous me parlez de la redistribution sur l'ensemble de la population, on essaye d'être précis dans le débat. Moi je vous parle dans les gens qui gagnent beaucoup d'argent, je vous parle pas des personnes qui bénéficient des politiques de redistribution. Aujourd'hui les 0,1% des plus riches, en France, ils payent à peu près 46% de taux d'imposition moyen. Les 0,0002%, c'est-à-dire les milliardaires, les gens dont on est en train de parler, ils ne payent que 26%. Ça, c'est les chiffres de l'Institut des politiques publiques, je les ai pas inventés. Pourquoi ? Parce qu'ils contournent l'imposition sur les revenus, qui soient les revenus du travail ou les revenus du capital, à travers des holdings. Et donc, précisément, on a besoin d'un mécanisme qui inclut pas l'outil de travail, s'il vous plaît, monsieur Roux de Bézieux, ce qu'on appelle les biens professionnels, c'est-à-dire des parts, des actions ou des parts d'entreprises, de holding en particulier, qui sont des outils qui permettent de ne pas fiscaliser ces revenus et donc d'échapper à l'impôt. Donc on est obligé d'apporter une réponse sur ce sujet. Si vous croyez à l'idée quand même que chacun doit contribuer à la hauteur de ses moyens, vous pouvez pas passer à côté de ce sujet. Et donc la taxe Zuckman, moi je dis pas que c'est la solution à tous les problèmes. Je pense que ça participe d'un arsenal de mesures nécessaires, mais c'est une manière de régler ce problème et de mettre à contribution ces gens-là. Et donc, vous devez le faire, pas comme on l'entend parfois dans le débat public, avec une nouvelle taxe de 2% sur le patrimoine. C'est pas ce que propose la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, elle dit on regarde quel est le montant d'impôt qui est payé, et s'il n'est pas à hauteur de 2% du patrimoine... Il y a une sorte de voiture-balai à 2% qui passe. C'est un plafond, on paye la différence. Réponse de Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, attendez, moi oui, chacun doit contribuer, et s'il faut faire un effort dans les circonstances actuelles, moi je suis prêt à le faire. Mais pas sous cette forme-là. La taxe Zuckman. Ouais. Mais à partir du moment où on met les parts de société, pour pas prendre le vocabulaire outil de travail, 95% des gens visés, c'est des sociétés familiales. Je vous assure, ça va être la mort des sociétés familiales. On a déjà un problème de ce côté-là en France, parce qu'il faudrait parler d'industrie. Pourquoi on a moins d'industrie en France comparé à l'Allemagne ou l'Italie ? Parce qu'on a moins de sociétés familiales. C'est ça la réalité. Et donc, si on attaque ces gens-là, alors, il y en a une minorité qui va partir, et je suis un peu d'accord avec vous d'ailleurs. Partir, c'est difficile. J'espère que c'est des gens qui sont patriotes. Mais surtout, le risque pour vous, c'est pas l'exil fiscal en premier. Il faut du temps pour faire. Donc, il faudra du temps. Non, ils vont payer des dividendes, ils vont appauvrir l'entreprise qui est déjà en compétition. Parce que la vraie guerre, monsieur Bompard, c'est là où j'aimerais... Alors, attendez, je vais vous tendre une perche puisque vous m'en avez tendu une. La vraie guerre que vous devriez mener avec moi, ou en tout cas avec les patrons, c'est la guerre contre la Chine, c'est la guerre contre les États-Unis. Vous êtes contre le modèle capitaliste, mais en réalité, on n'est pas tous capitalistes. Le capital chinois, le capital américain, c'est pas le même. Il est inégal, il est liberticide. Enfin, vous le savez bien, les conditions de travail en Chine. Enfin, vous savez comment ça se passe. Attendez, donc, aidez-nous plutôt à créer des emplois dans ce pays. Aidez-nous des emplois décents, des emplois payés. Sinon, ça va tout finir en Chine. Vous avez vu la une du Monde. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Parce que là, vous prenez beaucoup de sujets et le débat va être court, oui, j'essaie d'élargir le sujet. Non, mais vous avez raison. En gros, ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux, c'est l'adversaire. Ce ne sont pas les riches, ce sont les Chinois. Alors, attendez, je vais aller peut-être pas dans votre sens, mais je suis d'accord parce que vos copains vous regardent. Je suis d'accord pour élargir le débat. Mais d'abord, pardon, vous pouvez prendre les arguments que vous voulez, mais le patrimoine dont on est en train de parler, là, les personnes dont on est en train de parler, chaque année, leur patrimoine, il augmente en gros de 6 à 7%. Chaque année, c'est-à-dire l'année suivante, leur patrimoine a augmenté de 6 à 7%. Mais il reste illiquide. Attendez, si vous demandez de contribuer à hauteur de 2% du patrimoine,
les gens vont continuer à s'enrichir. Donc me faites pas croire qu'en quelque sorte on va les appauvrir, qu'ils vont plus s'en sortir. Ça ne correspond pas à la réalité. Pour le reste, puisque vous appelez à un débat plus large, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que ce serait une erreur de débattre uniquement sur la question de la taxe Zucman. Je pense que la question qui nous est posée, c'est quel modèle économique on veut aujourd'hui. Eh ben moi, et là je vais vous déplaire peut-être. Alors, je vais commencer par un point commun. Vous me dites il faut se protéger contre le reste du monde. Bah ça tombe bien, vous parlez à des gens qui depuis des années et des années disent qu'il doit y avoir des formes de protection, de protectionnisme. Donc je suis content de voir que vous ralliez une position que peut-être avant vous combattiez. Mais la politique économique qui est à l'œuvre aujourd'hui, cette politique économique, si vous ne mettez pas à contribution les plus riches, qui revient à faire peser l'effort sur les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, sur les services publics, sur l'investissement public, d'un point de vue économique, même pour les entreprises, en particulier pour les petites et les moyennes entreprises, ça va être une catastrophe, et vous le savez comme moi, parce qu'à la fin, ça veut dire une activité économique qui se contracte, un PIB qui se contracte, des recettes fiscales qui se contractent, des petites et moyennes entreprises qui n'ont plus de commandes publiques, des restaurateurs ou des artisans qui n'ont plus de gens avec du pouvoir d'achat pour pouvoir contribuer. Et donc, on se retrouve dans cette situation. Moi, je propose de changer complètement de logique économique. Et là, vous devrez écouter, je pense, parce que, y compris certains acteurs économiques, y compris, je pense, certains acteurs économiques seraient intéressés à avoir une politique différente que celle qu'on a à l'œuvre aujourd'hui. Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez rappelé il y a quelques instants en introduction ce que dit Gabriel Zucman, qui a été interrogé donc à la suite de la charge de Bernard Arnault dans le Sunday Times. Le Sunday Times l'a rappelé et lui a demandé si la taxe Zucman c'était du one shot en bon français ou s'il voulait aller plus loin. Voici ce que dit le Sunday Times donc dans son édition. Gabriel Zucman n'exclut pas que le seuil des 100 millions d'euros soit abaissé afin de toucher non seulement les méga riches mais aussi les simples fortunés, c'est ce qu'il écrit, les simples fortunés, voire des personnes telles que ses parents ou de médecins dont les biens immobiliers et autres investissements font d'eux, selon ses propres termes, des petits multimillionnaires. C'est-à-dire, ce n'est qu'un début, continue le combat, on attaque par les milliardaires et ensuite, il faudra descendre ce seuil de 100 millions d'euros ? C'est ce qui vous inquiète, par exemple, Geoffroy Roux de Bézieux ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la très, très grande majorité des patrons, même ceux qui n'ont pas ce patrimoine-là, sont contre. C'est mon cas, d'ailleurs, parce qu'on voit très bien comment ça commence. Mais, pardon, ça vous envie que je revienne juste, parce que la réponse de... Même si ma question ne vous intéresse pas, vous pouvez la squeezer, je vous en prie. Non, pas du tout, pas du tout. Mais on n'est pas allé au bout de ce débat. C'est vrai, mais là, vous avez un modèle social en France, en Europe, qui est un modèle redistributif, qui correspond à des droits sociaux, qui n'a lieu nulle part ailleurs. Vous savez bien que être travailleur en Chine, être travailleur aux États-Unis, vous n'avez pas de sécurité sociale. Quand vous tombez malade, il n'y a personne pour vous aider. C'est ce modèle qu'il faut défendre et qui est en train d'être mis à bas. C'est ce modèle qui est en train d'être mis à bas par la compétition internationale. Et donc, si vous ne donnez pas les moyens d'investir, d'être concurrentiel, de développer nos entreprises, on n'y arrivera pas. Or, tout ce que vous proposez, globalement, depuis très longtemps, mais dans le programme du NFP, c'est quoi? C'est plus de taxes, plus d'impôts. Au-delà du sujet Zucman, on a déjà le taux de prélèvement en France et en Europe le plus élevé du monde, et on en rajoute. Bah si, ça c'est sur le taux de prélèvement, on n'est pas loin de... Le taux de prélèvement, 46%, vous comparez, on y reviendra si vous voulez, mais vous comparez des modèles qui ne sont pas comparables, vous l'avez dit vous-même, on a un modèle social particulier. Mais oui, mais d'accord. Dans les prélèvements, vous avez des prélèvements publics qui dans d'autres pays devraient être comptabilisés alors que c'est des prélèvements privés. Mais d'accord, mais eux ils les ont pas, et donc on se bat pas à armes égales, donc aidez-nous à combattre les entreprises chinoises, les entreprises américaines, et dans le contexte actuel, on en a vraiment besoin, plutôt que de nous rajouter des pierres dans le sac à dos. Comment vous expliquez, Emmanuel Bompard, la France, qui est effectivement l'une des championnes du prélèvement, ne taxe pas suffisamment les riches dans ces prélèvements-là? Alors que dans le même temps, il y a la moitié des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, par exemple. On se trompe de cible? Comment on peut être à la fois les champions et dire ce que vous dites, c'est-à-dire les riches y échappent? Attendez, il y a un problème clairement de progressivité. Je vous en ai fait la démonstration tout à l'heure en vous donnant 2 chiffres. Et la taxe Zucman dont on était en train de parler vise précisément à apporter une réponse à ce problème de progressivité de l'impôt en France. Pour le reste, ça mériterait quasiment un débat à part entière. Mais là où on aura un désaccord, Monsieur Roux de Bézieux, c'est que depuis des années, c'est le discours que vous tenez. Ça s'est traduit par le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, depuis 2017, a mis en place ce qu'on a appelé la politique de l'offre, c'est-à-dire en quelque sorte, on vient apporter de l'argent public aux entreprises et que, pardon de vous le dire, mais les entreprises n'ont pas respecté leur part du contrat. Les investissements sont à la baisse, les salaires réels
depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, ont baissé de 3%. Les objectifs en matière de changement climatique n'ont pas été satisfaits. Les faillites d'entreprises sont en record. La pauvreté n'a jamais atteint des records aussi hauts. Et on distribue des milliards d'euros d'argent public chaque année à des entreprises, je parle des grandes, pas des petites, qui en plus ont détruit de l'emploi alors que les petites en ont créé. Les grandes entreprises, elles profitent de cet argent public et elles ne respectent pas leurs engagements. Le mot de la fin, c'est 2 millions d'emplois créés en 5 ans. Mais si, ça c'est net, le chômage a baissé. La moitié c'est de l'apprentissage, monsieur. J'ai dit le mot de la fin pour Geoffroy Roux de Bézieux. Oui. Mais je pense que M. Bompard devrait réfléchir au modèle européen, parce que sinon, c'est la une du monde. On va être une colonie chinoise. Il n'y aura plus d'industrie en Europe si on continue à nous taxer. Merci. C'était mon mot de la fin. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Moi, je me bats pour essayer de sauver tous les emplois qui sont en France. Je lutte contre les délocalisations. Mais bon. Merci, on aura l'opportunité peut-être de débattre plus en longueur une fois, parce que je pense qu'il y avait des sujets intéressants. Merci beaucoup de vous être écoutés tous les deux, d'avoir échangé ces arguments ce soir sur le plateau de 60 minutes. Geoffroy Roux de Bézieux.